Bonjour et bienvenue dans ce bilan lecture du mois de février. C'est vraiment étrange parce que j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup lu en février. Et mine de rien, j'ai quand même lu 5 livres, ce qui est quand même un bon score. Ça fait plus d'un livre par semaine. Alors ce sentiment d'avoir moins lu, il est dû essentiellement à deux choses, je pense. J'ai eu des semaines et des week-ends assez chargés ou loin de chez moi, donc ça ne me facilitait pas la lecture. Et aussi, vous l'avez sûrement vu dans une précédente vidéo que je vous remettrai en haut et dans la barre d'infos, j'ai essayé de lire des livres que j'avais déjà entamés pour les avancer. Donc j'avais fait un vlog sur ça, est-ce que je poursuis ou est-ce que j'abandonne ces lectures. Donc pendant une semaine, j'ai lu que ces livres-là, donc je les ai avancés. Voilà. Et pour certains terminés, pour certains non. Et du coup, ça explique aussi que pendant une semaine, même si j'ai lu, j'ai pas comptabilisé des livres terminés. Et sans mentionner le fait que février est un mois un tout petit peu plus court que les autres, ce qui pourrait aussi expliquer cela. Bref. Donc je vous disais 5 livres, et dans ces 5 livres, en plus, c'est pas très représentatif de mes lectures, ou par exemple ce que vous avez pu voir sur la chaîne, ou ce que vous avez pu voir dans le précédent bilan lecture de janvier. Parce qu'en fait, d'habitude, je lis essentiellement des autrices, et là, il y en a une. Je lis essentiellement de la non-fiction, et là, il n'y en a qu'un seul. Et également, parce que là, il y a quand même énormément de SF, alors que d'habitude, j'en lis... Enfin, en tout cas, c'est pas le genre prédominant des livres que je lis dans le mois. Donc bon, au final, peut-être que mes habitudes de lecture sont en train d'évoluer. Autant pour la SF, ça me pose pas du tout de soucis, autant pour ce déséquilibre auteur-autrice, ça me pose énormément de soucis. Et je sais qu'en mars, un des objectifs, c'est de revenir à d'autres proportions ou à des proportions inverses. Premier livre, c'est 13 de la mer émeraude de Brandon Sanderson. Vous l'avez peut-être vu énormément passer sur le booktube français et même anglophone, parce que ça fait partie d'un des projets secrets de l'auteur. On suit donc Tress et ses aventures sur la mer Émeraude, qui est une mer particulière dans cet univers, parce que dans cet univers, les mers sont en fait constituées de spores qui dégagent des réactions chimiques pouvant soit engendrer des lianes, soit créer des réactions chimiques toxiques pour l'humain. Et donc Tress va partir de son petit îlot pour aller sauver le fils du duc, dont elle est amoureuse et dont lui est amoureux. Et en fait, ce fils de duc-là a dû partir avec son père pour faire le tour un peu des îles de cet univers, de ce royaume, pour lui trouver une épouse alors que lui est amoureux de Tess. Et donc Tess va s'engager dans ce périple incroyable dans les mers du royaume pour aller le sauver. Elle va faire des rencontres très fortes, très touchantes. Donc il y a vraiment ce thème de l'amitié et de l'entraide sur un bateau pirate. Et elle va entreprendre d'aller sauver cette amie qui s'appelle donc Charlie. Ça, c'est pour le résumé du livre. Moi, j'avais jamais lu de Brandon Sanderson, alors que c'est quand même un auteur incontournable dans la SF, dans la SFFF. Et donc, j'ai pris le parti de découvrir cet auteur à travers ce projet secret qui est en fait relié à son univers du Cosmere. Et on m'avait dit que ça posait pas de problème de commencer par ça si j'avais rien lu dans le Cosmere. Il y a un personnage qui revient dans plusieurs des livres de Brandon Sanderson, si j'ai bien compris. Une fois qu'on sait ça, et pas beaucoup plus, en fait, ça ne nous gêne pas du tout pour la lecture. Ça peut se lire de manière totalement indépendante des autres livres. Il paraît qu'il y a quelques spoils sur d'autres livres de l'univers, ou que peut-être je passe à côté de certains détails, mais au final, j'ai quand même passé un bon moment de lecture, et ça m'a pas du tout dérangé. Et si plus tard, je me rends compte que finalement, il aurait fallu lire Tress avant, bah tant pis, mais pour le moment, ça m'a vraiment donné envie du coup de découvrir ce Cosmere, l'univers de Brandon Sanderson, ses autres livres, ses autres histoires, parce que j'ai vraiment été
intriguée. C'est un livre très facile à lire, à la fois dans la narration, mais aussi dans la construction des personnages qui sont quand même enfantins ou adolescents et donc qui ont quand même des réactions enfantines, naïves, etc. Moi, la mise en place de cet univers est quand même très facile à comprendre. Une fois qu'on a compris cette mécanique sur les sports, bah, on se laisse guider et on comprend plutôt facilement ce qu'il se passe. Voilà, la construction du monde est simple, ce qui n'est pas du tout une critique. Mais c'est juste pour dire que c'est pas le livre de SFFF difficile à lire, dans lequel il faut avoir du temps devant soi, etc. Et même au début, je pensais que c'était un livre qui s'adressait à des jeunes adolescents, tant enfin voilà, il y avait ce côté assez facile. Au fil de la lecture, j'ai de plus en plus apprécié ce que j'aimais. Au début, le côté young adulte me plaisait pas trop. Et plus on avançait, plus c'était incroyable. On allait de révélation en révélation. J'ai trop aimé. Ça aurait pu être un coup de cœur et vraiment ça a frôlé le coup de cœur. S'il n'y avait pas, moi j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs au milieu et en fait voilà, il y avait des longueurs et une fois qu'on avait passé ça, on avait une avalanche de révélations, d'événements, d'aventures, etc. Et du coup, ce déséquilibre de rythme m'a posé problème. En tout cas, c'est ce qui explique, selon moi, que ce livre ne soit pas un coup de cœur, même si j'ai passé un très bon moment de lecture, notamment sur le dernier tiers, que j'avais qu'une envie, c'était de savoir la fin, et que je me suis précipitée pour lire cette fin-là, que je suis absolument pas déçue de la direction qu'a pris l'histoire et de la fin, vraiment pas. Et j'ai pas vu venir le trois quarts des choses, mais ça c'est pas grave. C'est même tant mieux d'ailleurs. Et encore une fois, j'ai juste envie d'aller me plonger dans l'œuvre de cet auteur. Donc, trop belle découverte pour entamer ce mois de février, pour entamer la lecture des livres de Sanderson, cet univers du Cosmere. Donc voilà, on débute le mois avec un quasi coup de cœur. Et en fait, je pense que c'est à peu près le cas de quasiment toutes les lectures que je vais vous présenter. Donc peut-être peu de lectures, mais des lectures cool. On est sur une bonne dynamique. Deuxième livre que j'ai lu, et pas des moindres, le tome 2 de la première trilogie de l'Assassin Royal de Robin Hobb. Bon, je vais pas vous en dire grand-chose comme c'est un tome 2, mais j'ai adoré autant que le tome 1. Et voilà, encore une fois, ça fera le coup de cœur. C'était une très bonne lecture. On suit les aventures de Fitz. On en apprend plus sur cette famille royale, sur les pirates rouges, sur ce que c'est le vivre, sur ce que c'est l'art, sur la formation de Fitz, toute sa relation sentimentale avec notamment Molly. J'ai trouvé même me replonger dans cet univers et j'ai encore qu'une hâte, c'est de lire le tome 3. Et je vous avais dit qu'on lisait avec le Discord du Pingouin Vert un tome par mois. Et donc c'est pour ça que j'avance pas plus vite et que je voudrais dévorer les tomes et les enchaîner. Mais je me dis que finalement, je me garde un livre par mois, c'est pas mal, ça évite que je me lasse de l'univers. Et ça m'oblige à prendre le temps de profiter un petit peu plus. Donc là, voilà, le tome 3 va bientôt arriver sur la chaîne. Mais bonne lecture, très bonne lecture même. Si vous ne connaissez toujours pas cet univers ou si vous n'avez toujours pas sauté le pas, je vous invite très fortement à le faire. Puis j'ai enchaîné avec Seul dans Berlin de Hans Fallada. Le livre est tout abîmé, mais c'est un livre d'occasion. Et donc, voilà, j'étais très contente de le trouver en occasion. Je l'ai lu en plus à Berlin, donc ça me donnait une expérience de lecture très immersive. Et ça, j'ai vraiment apprécié. On est en mai 40 à Berlin, dans un immeuble de la rue Jatkowski. Et en fait, on est au moment où la France capitule et donc où les Allemands gagnent cette première partie de la Seconde Guerre mondiale. Et on suit la vie de cet immeuble. 3 pôles, 3 idéotypes un peu des vies qu'on pouvait retrouver en mai 40 à Berlin dans cette Allemagne nazie. Donc la première, c'est évidemment des pro-nazis, des nazis. On a une famille de SS dont le fils cadet va intégrer l'école de cadre nazi, donc il est promis à une immense carrière dans la hiérarchie militaire nazie, avec une famille qui croit en partie à cette idéologie nazie et en tout cas qui s'investit pleinement dans l'idéologie nazie parce qu'elle comprend que cela peut faire avancer ses intérêts et sa carrière. Deuxième pôle, on a une
vieille dame juive qui s'appelle Madame Rosenthal, dont le mari est porté disparu. On apprend où il est plus tard. Et donc, on est au tout début de mai 40, il y a quelques mesures et décrets anti-nazis, mais on n'est pas encore dans l'idée de solution finale, comme on peut les appeler les nazis, avec ces déportations massives et dans le but de tuer les juifs vers les camps de concentration. Et troisième pôle qui en fait m'intéressait plus particulièrement, et c'est pour ça que j'ai choisi de lire Seul dans Berlin de Hans Fallada, c'est des Berlinois et Berlinoises qui vont prendre une part active dans la résistance anti-nazie. Et en fait, le thème de la résistance est assez développé dans la littérature sur cette période, en France, en Angleterre, etc. Mais moi, j'ai très peu lu sur la résistance en Allemagne par des Allemands et des Allemandes, et comment ils et elles s'organisaient, quelles étaient les formes de résistance, parce que c'est quand même pas pareil de résister à, entre guillemets, l'envahisseur, et de l'autre côté, à son propre pays, ses propres concitoyens et concitoyennes. Voilà, pour moi, je pense que les dynamiques peuvent être différentes. Et donc, c'est ça qui m'intéressait, et notamment parce qu'on en parle très peu. On a souvent tendance à résumer Allemagne égale nazi, alors qu'il y avait quand même des résistants, peut-être moins en termes de chiffres, ça je n'ai pas du tout d'idée. Mais du coup, ça m'intéressait. Et donc, on suit un homme qui s'appelle Gell, Kangel, je ne sais pas comment ça se prononce en allemand, certainement pas comme je l'ai prononcé, mais qui va s'engager dans la résistance nazie. Alors, ouais, dans la résistance anti-nazie. Donc, ouais, il ne faut pas voir non plus un poseur de bombes, un chef paramilitaire, etc., etc. C'est quand même une résistance plutôt discrète, de l'ombre, hors d'un réseau de résistance qui n'est pas organisé, hiérarchisé, qui n'a pas de moyens. En fait, il est quasiment tout seul à lutter et à résister contre ce régime d'extrême droite. Et donc ça m'intéressait. Et voilà, ces trois histoires vont s'imbriquer, évidemment, parce qu'ils vivent dans le même immeuble, mais aussi parce qu'il va y avoir des points de connexion. Voilà. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très bien fait. On suit jusqu'en 1943 ou 44, je ne sais plus très bien, ces personnages. On en suit d'autres personnages secondaires qui s'intègrent très bien dans le récit. Et ces trois groupes de personnages principaux sont vraiment très bien décrits. On comprend leur motivation, on arrive à se mettre à leur place. Comprendre ne veut pas dire excuser ou partager en termes de conviction, mais juste leurs motivations sont éclairées et sont compréhensibles pour la lectrice que j'étais. Et donc ça m'a vraiment plu. C'est un thème qui m'intéresse, la plume était intéressante également. Le récit avance bien à un bon rythme, ça c'était important parce que j'avais peur qu'il y ait des longueurs ou à l'inverse des éléments historiques qui me manquaient pour comprendre. Alors après, du coup, comme j'étais à Berlin, on a visité pas mal de musées sur ce thème et il y a des choses qui ont pu éclairer ma lecture. C'est un roman que je conseille pour ce thématique de l'anti-nazi en Allemagne et là à Berlin, sur la vie pendant le Troisième Reich, et aussi pour un devoir de mémoire pour si vous voulez comprendre, si vous voulez encore vous apprendre des choses sur ce sujet, c'est un bon livre pour ça. Et si vous n'êtes pas convaincu, pour moi, Primo Levi, qui a écrit un des plus beaux livres sur le sujet, qui est Si j'étais un homme, a dit de ce livre, je cite, qu'il était l'un des plus beaux livres sur la résistance allemande anti-nazie. Donc quoi de mieux que Primo Levi pour juger ce roman et vous inciter à le lire. Et donc, quatrième roman, c'est Le cœur des femmes. Je l'ai lu en partie avec vous dans mon vlog que je mentionnais au début de cette vidéo. On rattache les wagons. Et donc, c'est un roman, pareil, que j'ai eu d'occasion, mais ça je vous l'avais déjà dit, dans lequel on suit, je vous résume encore plus de manière succincte ce dont il parle et mes ressentis, parce que je ne vais pas faire répétition avec la précédente vidéo. Donc, dans ce roman, on suit une interne en chirurgie obstétricale obligée de faire un stage de 6 mois dans l'unité 77, qui est une unité de gynécologie obstétrique
dirigée par un médecin généraliste et non pas un gynécologue. Et en fait, au contact de ce médecin qui s'appelle Karma, elle va changer sa pratique médicale, ses avis sur le métier, ses certitudes, etc. Et elle va quitter cette carapace de médecin un peu mécanique, un peu parano, qui croit que les patients et patientes ont toujours tort et que les praticiens et praticiennes ont toujours raison, qu'il et elles savent mieux que tout le monde, etc. Pour adopter une démarche plus compréhensive, là encore, avec, en l'occurrence, les patientes. Donc je vous donne un exemple, il y a tout un passage de réflexion sur la position dans laquelle les femmes sont examinées pour des pratiques gynécologiques et obstétricales. En France, donc, les femmes ont les jambes écartées et ces parties intimes sont montrées aux praticiens, ce qui n'est pas une pratique idéale pour la plupart des examens médicaux et encore moins pour accoucher, alors que dans les pays anglophones et notamment au Royaume-Uni, la femme est en position quasiment fétale sur la table d'examen. Pareil sur la tenue, quand les femmes en France vont voir un gynécologue, elles sont souvent nues ou en sous-vêtements, alors que sûrement vous l'avez vu dans des films américains, les femmes revêtent une blouse en fait pour des raisons de pudeur. Donc voilà, il y a toutes des questions comme ça, on la voit évoluer, on la voit changer. Nous, on est absolument d'accord avec le discours sur la médecine de Karma parce que c'est un discours qui met au centre la patiente, qui est compréhensif, qui est conciliant, qui n'est pas violent, qui réfléchit aux dynamiques de classe, de genre, de religion dans la médecine, et ça c'est intéressant, qui remet en question cette distinction entre savoir savant détenu uniquement par le praticien ou la praticienne et le fait que le patient ou la patiente ne connaissent rien, n'ait pas d'informations sur son corps, sur ses ressentis, que c'est que des ressentis, donc ça ne peut pas être scientifique ou pris en compte, etc. Donc ça, c'était plutôt bien fait. Il y a énormément de thèmes abordés sur le genre qui sont hyper intéressants, que sur les personnes intersexes, c'était vraiment bien fait. Je parle en position d'allié et non pas en position de concerné, donc il faudrait demander leur avis à ces personnes. Mais c'était vraiment intéressant, c'était pédagogique, c'était engagé aussi dans le traitement, sur le traitement de ce thème, et aussi il y a une position assumée de dire qu'il faut en finir avec les violences chirurgicales en l'encontre de ces personnes. Pareil pour les personnes trans, là encore, position d'allié et non pas être concernées, mais hyper intéressant, assez pédagogique également sur la question. C'est moins un thème central que les personnes intersexes, mais c'est un thème qui est mentionné, et en fait on le voit d'ailleurs très peu, et c'est mentionné sous le prisme des violences obstétricales, gynécologiques, et plus généralement des violences médicales et psychologiques à l'encontre de ces personnes, et donc comment les traiter de manière safe, de manière sécurisée et sécurisante. Voilà, vraiment, pour les thèmes, moi j'ai adoré vraiment ce Karma. Mais un coup de cœur, s'il pouvait devenir mon médecin, je signe directement. Et ce que j'ai le plus adoré dans le roman, au final, dans la dimension maintenant fictive et narrative de l'œuvre, c'est l'évolution du personnage de Jeanne. Enfin, elle part d'un point A et elle finit à un point Z, là, à ce stade, c'est incroyable. Et je pense que c'est la plus belle évolution de personnage qui m'a été donnée de lire dans toute ma vie de lectrice. Ce qui n'est pas rien dit comme ça, mais vraiment c'était incroyable. Encore une fois, ça frôle le coup de cœur. C'est pas un coup de cœur parce que le début, le premier tiers où j'ai détesté Jeanne, j'avais qu'une envie, c'était d'abandonner le roman, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il apparaît dans ce vlog. Est-ce que je poursuis ou pas ces lectures, parce que j'étais à un stade où Jeanne m'insupportait tellement que j'avais qu'une envie, c'était de poser le roman. Et je suis absolument contente de ne pas l'avoir fait, d'avoir suivi les conseils qu'on a pu me donner sur les réseaux sociaux, de poursuivre, parce que la fin, ça finit en feu d'artifice, en apothéose, vraiment. Voilà. Une plus belle évolution de personnage que j'ai lu. Ça fera le coup de cœur, comme les 4 autres livres que je vous ai présentés. En termes de fiction, ce mois-ci, j'ai été quand même servie. J'ai passé des très bons moments de lecture, même s'ils étaient peu nombreux. Ce qui n'est pas du tout le cas de ce qui s'est passé en non-fiction, parce que j'ai lu juste ce petit livre-là, donc La lutte des classes, pourquoi j'ai démissionné de l'éducation nationale de Claire Berest. Mais il faudrait poser la question à l'éditeur, donc là c'est
document édition Léo Schir, je sais pas comment ça se prononce. Mais là, dans le sous-titre, il y a écrit Pourquoi j'ai démissionné de l'éducation nationale, et à l'intérieur, c'est écrit Comment. Et ça change tout, enfin, c'est pas la même question. Le pourquoi, comment. Le comment m'intéresse pas. Enfin, pas trop. Enfin, c'est assez administratif et ça m'intéresse pas parce que pour le moment, j'ai pas envie de démissionner de l'éducation nationale. Mais le pourquoi m'intéresse. Et notamment, c'est la mise en parallèle entre lutte des classes et éducation nationale. Je vais pas refaire mon long large en travers ici la sociologie de l'éducation, mais depuis Pierre Bourdieu et Raymond Boudon, on a montré que l'école était, l'école en général et l'école française ici, dans ce qui nous intéresse, un vecteur de reproduction sociale, donc les enfants de classe sociale supérieure de rester dans ces classes sociales-là, et aux enfants de classe populaire de rester dans ces classes-là. Tout ça enveloppé d'un discours méritocratique qui veut dire que si vous vous donnez à fond, vous allez y arriver, alors qu'on sait que pas du tout. Depuis, Bourdieu, c'est dans les années 60, Boudon aussi, donc, voilà. J'en parlerai bientôt sur ma chaîne, dans une vidéo sur la sociologie. C'était ça qui m'intéressait parce qu'on le voit au quotidien, comment dans notre métier, notamment si on a fait de la sociologie, comment on reproduit en fait ces inégalités de classe. Claire Verès, elle a été professeure de français dans un collège de REP+, en Seine-Saint-Denis, me semble, dans le 93. Et elle raconte son expérience. Et évidemment, c'est un collège de REP+, c'est ultra défavorisé, ça manque de moyens, les élèves n'ont pas cette proximité dont parlait Bourdieu à la culture valorisée par l'école, donc c'est encore plus dur pour eux de réussir. Et en fait, elle s'arrête là dans le constat, elle ne va pas beaucoup plus loin, et moi je pensais que c'était un texte plus engagé sur la volonté de remettre en cause ce côté systémique de la reproduction des inégalités de classe dans l'école, et aussi analyser, vu le titre, elle le fait un tout petit peu, mais pour moi ça n'allait pas assez loin, le fait que les professeurs venaient plutôt d'une classe sociale moyenne, voire aisée, et se retrouvaient confrontés à des enfants de classe sociale défavorisée, et que là il y avait une dissonance, une lutte même. Voilà, et ça j'en parle très peu. Et en fait pour moi c'était plus un livre sur portrait de l'école, de l'éducation nationale en telle année. Et donc elle explique plein de choses, hein. C'est intéressant. C'est intéressant si vous n'êtes pas prof, parce qu'en fait, elle explique comment ça marche le métier de prof. Le fait qu'on soit entre 15 et 18 heures devant des élèves, voire plus, qu'il faut, en fait, que c'est du temps juste devant élèves, qu'il faut prendre en compte les réunions, la préparation des cours, la correction des copies, etc. Et en fait, pour moi, c'était plutôt descriptif sur le métier de prof, ce qui m'intéresse pas forcément parce que c'est mon quotidien et donc je le sais. Ce qui peut être intéressant pour des personnes qui sont novices ou alors pour des personnes qui peuvent critiquer le métier ou pas se rendre compte des réalités. Mais j'ai l'impression d'avoir été trompée sur la marchandise. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais en gros, je m'attendais à quelque chose, à cette analyse de la lutte des classes, pourquoi elle est centrale, comment la dépasser, en quoi elle est systémique, comment l'école reproduit les inégalités scolaires et sociales. Et moi, j'ai eu une description du métier de prof en 2011. Et depuis, il y a eu 2 réformes du métier des profs, donc en plus c'est daté, même si les réformes ne changent loin de là tout, en plus pour cette vision du métier de prof, et notamment des premières années de prof, de la formation et de ce qu'on appelle la T1, donc la première année en tant que titulaire. Là, c'est là où il y a eu les réformes les plus importantes dernièrement. Du coup, ce que moi j'en ai retenu, c'était des anecdotes marrantes. Voilà, vous savez, vous savez ou pas, j'en sais rien, mais le genre d'anecdotes que les profs se racontent entre eux pour rigoler, pour se détendre, pour aussi se rassurer, pour dire que ce qu'on vit, c'est pas le plus grave, qu'il y a pire, etc. Ou au contraire, que dans d'autres lycées, établissements, collèges, ça se passe mieux. Donc voilà, plutôt déçue pour cet essai. Et donc voilà pour mes lectures de février, donc 5 lectures, 4 romans, 1 essai, et en plus c'est le seul essai, enfin c'est le seul livre que j'ai lu écrit par une femme, donc vraiment j'en attendais plus. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez lu, et surtout si vous avez lu des livres que moi j'ai lus et ce que vous en avez pensé. Je trouve ça hyper intéressant d'échanger sur un livre en commun.
et avoir vos avis. On est peut-être, enfin, je suis peut-être passée à côté des clés de compréhension. Ou alors pour le Brandon Sanderson, voilà, m'aiguiller sur par quoi commencer pour découvrir cet univers foisonnant. Ça m'intéresse toujours d'avoir vos avis et aussi les livres que vous avez lus pour me faire découvrir d'autres titres que je ne connaissais pas ou m'en faire sortir de ma pile à lire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Bye bye!